Il a été accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, condamné à 18 ans de prison, la plus lourde peine jamais prononcée par la Cour pénale internationale. Le 8 juin dernier, il est devenu le premier à être acquitté en appel par cette même juridiction. Ce soir, entretien exclusif avec l'ancien chef de guerre et ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. C'est en Belgique, entouré des siens, que nous l'avons rencontré. Jean-Pierre Bemba vient de passer 10 ans à la prison de Scheveningen, aux Pays-Bas. Aujourd'hui, il se prépare à rentrer en RDC pour présenter sa candidature à la présidentielle. Le scrutin aura lieu le 23 décembre. Ses années de détention, ses projets politiques, mais aussi sa vision de la justice internationale. Jean-Pierre Bemba nous a accordé sa première grande interview depuis sa libération. Entretien réalisé hier avec Pierre Van Elewek, Julien Elgueta et Leïs Nassiri. Monsieur Bemba, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir TV5 Monde pour cet entretien exclusif, durant lequel nous allons aborder votre retour au Congo, votre candidature à la présidence de la République, vos projets politiques également. Alors, je précise en préambule que vous êtes tenu à un devoir de réserve en attendant le verdict de votre condamnation pour subornation de témoins et que vous ne répondrez donc à aucune question d'ordre judiciaire. Aujourd'hui, vous êtes un homme libre. Vous avez été acquitté des chefs d'accusation de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité commis par vos troupes en Centrafrique entre 2002 et 2003. Que souhaitez-vous dire aux victimes? Simplement toute ma compassion qui pourrait avoir été commis par rapport à des événements dont je n'étais pas présent, bien sûr. Je n'ai jamais toléré aucune impunité en ce qui concerne les activités et je dis simplement que tout ça sont des événements malheureux et j'espère qu'un encadrement adéquat pourrait être fourni à l'ensemble des victimes. Alors vous avez annoncé votre retour au Congo pour la date du 1er août. Combien de temps comptez-vous rester sur place et comment se déroulera ce séjour? Comme vous savez, lorsque j'étais incarcéré, j'ai perdu mon père. Je n'ai pas eu l'occasion de l'enterrer, donc c'est important pour moi d'abord de pouvoir me rendre sur la tombe de mon père. Ce sera d'abord à Gemena, le village où il a été enterré, et ensuite le 1er, je me rendrai donc à Kinshasa le mercredi 1er pour mon devoir politique et de déposer ma candidature en tant que président de la République, et je le ferai dès que j'arriverai à Kinshasa. Alors dans quelques instants, nous allons parler de votre candidature justement à la présidence de la République, de votre programme, de vos projets politiques. Mais je voudrais d'abord qu'on revienne sur les 10 années que vous venez de passer, vos 10 années d'incarcération. Dans quel état d'esprit on vit cette épreuve quand on se déclare innocent? Ce sont les épreuves dans la vie d'un homme qui sont douloureux parce que d'abord vous êtes accusé de crimes qui sont les plus horribles. Et lorsque vous êtes depuis le premier jour innocent, vous devez vous battre face à une institution internationale, face à des accusations qui disent que vos troupes auraient commis et que vous serez responsable de ces exactions. Ce qui, je clamais depuis le premier jour mon innocence. Et je me réjouis que j'ai eu au niveau de la chambre d'appel des juges qui sont professionnels, très professionnels, expérimentés et qui sont honnêtes et qui ont dit le droit, rien que le droit, et qui ont décidé de mon acquittement. Et à titre personnel, comment avez-vous vécu cette épreuve? Qu'avez-vous ressenti pendant ces 10 années de prison? Je dirais surtout, je pensais beaucoup plus à ma famille, ma femme, mes enfants qui, eux, subissaient, je dirais, plus que moi, au point de vue moral, la douleur et les moments et les épreuves que je traversais. À titre personnel, je me disais que c'était un autre combat. Malheureusement, en Afrique, souvent, il faut passer, et on passe trop souvent par des injustices pareilles. L'incarcération, parfois, certains même la mort. En tant qu'homme politique, je suis préparé à tout, mais je disais simplement que je pensais surtout à ma famille, oui. Est-ce que vous avez douté sortir un jour? Non, je n'ai jamais douté. Je me suis dit, si je suis en face de juges professionnels, je me suis dit, la vérité finira par triompher. Et elle a fini par triompher et mon honneur a été lavé. C'est le plus important.
Alors, vous dites avoir changé pendant ces 10 années. Comment est-ce que cette incarcération a changé l'homme Jean-Pierre Bemba? Durant 10 ans, vous avez le temps de beaucoup réfléchir. Vous devez vous occuper aussi. Et dans ce temps-là, vous regardez votre passé, vous regardez ce qui a été, ce qui a moins bien fonctionné, et vous regardez surtout l'avenir. Et ce que vous devez faire pour que dans l'avenir, vous soyez mieux compris peut-être. Mes idées aussi ont évolué ces 10 dernières années, parce que la RDC d'aujourd'hui, l'Afrique aujourd'hui, le monde aujourd'hui a changé. Et vous devez adapter également votre vision par rapport à l'ensemble de l'évolution de la société. C'est ce que j'ai fait également. Quels sont les principaux traits de caractère qui ont changé chez vous en 10 ans? Quelles sont les qualités que vous avez développées ou acquises à la faveur, si on peut dire ça comme ça, de cette épreuve? Je dirais surtout la patience. J'ai appris à être plus patient parce que d'abord, le temps vaut le contrat. Et j'étais plutôt quelqu'un qui souhaitait avoir des résultats immédiats. Donc j'ai appris à être plus patient par rapport aux résultats. Alors justement, 10 ans, c'est long, vous l'évoquez à demi-mot. Comment est-ce que vous occupiez vos journées? Qu'est-ce que c'est la journée ordinaire d'un détenu à Scheveningen? La journée ordinaire, en tout cas, ce qui me concerne, j'avais beaucoup de visites. Chaque jour, je recevais des visites de la famille, d'amis qui venaient me voir, du monde entier. Et je devais planifier, organiser, recevoir toutes ces visites. Je me suis remis aussi à faire de la peinture. C'est quelque chose que je faisais quand j'étais très très jeune. Et je refais des tableaux. Et ça m'occupait beaucoup. Je me suis remis également à la musique. Je jouais du piano auparavant. J'avais laissé un peu tomber. Et je me suis remis à la musique en jouant du piano régulièrement aussi. Voilà un peu comment est-ce qu'on occupe son temps. Et puis bien sûr l'affaire elle-même juridique, où vous devez passer beaucoup de temps avec vos avocats aussi pour pouvoir vous défendre. Alors j'ai lu également que vous avez développé des amitiés avec d'autres détenus, comme l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, qui est toujours incarcéré, lui, et qui espère être acquitté, comme vous l'avez été. Est-ce que l'injustice est un sentiment communément partagé entre les murs de cette prison, en particulier chez les détenus africains? Je ne voudrais pas en tout cas m'exprimer pour les autres. Ce serait prétentieux de pouvoir dire ce que ressent le président Gbagbo, dont je considère comme un grand frère. J'ai partagé effectivement beaucoup de temps avec lui. Je regrette qu'il soit là-bas. Je connais son histoire et j'espère vraiment que la justice aussi sera dite pour lui. Est-ce que vous faites partie des personnes qui sont favorables à ce que aucun Africain ne soit plus jamais traduit devant la Cour pénale internationale? L'idée même, la vision qu'a eu le monde, la communauté internationale pour la création de la Cour pénale internationale est noble. Je pense que des crimes odieux ne peuvent pas rester impunis. Mon parti lui-même, en 2004, a voté le traité de Rome qui devait entrer en fonction au niveau de la RDC. Donc, sur cette vision, nous la partageons. Le problème qui se pose souvent, c'est la question de l'iniquité et la partialité. Et ça, je pense que ça peut poser certains problèmes. Pendant ces 10 années, vous avez connu évidemment des épreuves personnelles. Vous parliez de la mort de votre père, mais aussi politiques. Beaucoup de vos compagnons de route et même d'amis ont quitté le MLC pour passer du côté de la majorité présidentielle, par exemple. Et ce, au moment où vous étiez en prison, c'est-à-dire au moment où le parti était le plus fragile. À cet instant-là, depuis votre cellule, qu'avez-vous ressenti? Ni de la tristesse, de l'amertume non plus, mais je dirais simplement dommage. Et aujourd'hui, quel regard portez-vous sur ce type de transhumance politique? Mais malheureusement, ce n'est pas le fait simplement de mon parti. On a connu ça dans l'histoire de ce pays, depuis la Deuxième République. Cette question de transhumance politique, c'est simplement un manque de vision des uns des autres, de l'opportunisme, que je dirais. Et c'est regrettable, pas simplement pour ceux qui le vivent, mais également vis-à-vis de la population. Parce que les hommes, femmes politiques, qui transmettent une vision et qui veulent s'occuper et gérer la chose publique
à un moment donné, trahissent pas simplement leur chef, mais la population. J'aimerais maintenant qu'on parle de votre vision politique. Quelle est votre analyse de la situation et de l'évolution politique de la RDC? Oui, j'ai suivi en tout cas avec beaucoup d'attention le déroulement de la vie politique de mon pays. J'ai reçu pas simplement des hommes politiques congolais, femmes politiques, mais également étrangers. Et je s'étais tenu informé régulièrement, quotidiennement, sur cette vie politique que je trouve, en tout cas aujourd'hui, après 10 ans, désolante. Désolante parce que je trouve que la classe politique n'a pas répondu à ce que la population attendait, c'est-à-dire défendre d'abord les intérêts de la population, pouvoir donner à ce pays, à travers une vision, un avenir meilleur, redonner au peuple congolais un sourire en tout cas par cette vision, par ces idées. Et ça, je ne le vois pas. Aujourd'hui, je constate que la course est plutôt une course au pouvoir, au poste. Et ça, c'est vraiment regrettable. Ça, c'est désolant. D'après vous, est-ce que l'opposition congolaise a été à la hauteur pendant toutes ces années? L'opposition, je dirais, elle a été désorganisée. Elle a été également désorganisée par le pouvoir, qui a pratiqué le débauchage. Malheureusement, c'est aussi de la responsabilité de notre classe politique, qui a cédé à ces sirènes. Je pense que c'est une leçon et il faudrait que la classe politique puisse raviver et dire que lorsque nous avons des convictions, il faut savoir les tenir. Le MLC est le seul parti qui n'a pas répondu, qui n'a pas participé à un gouvernement de Joseph Kabila. Simplement parce que nous n'avons pas la même vision et simplement parce que nous pensons que la manière dont le pays est gouverné aujourd'hui ne correspond pas à la vision du MLC. Alors, vous dites vouloir une candidature unique de l'opposition. Comment est-ce que vous comptez vous organiser avec les autres partis politiques dont les dirigeants, pour certains, sont des candidats déclarés de longue date à l'élection présidentielle? Il est naturel qu'un parti politique puisse présenter des candidats au niveau de l'élection présidentielle, c'est légitime. Ce que je pense aujourd'hui, parce que nous avons un système à un tour au niveau de l'élection présidentielle, c'est que si nous voulons opérer le changement dans ce pays, il faudra qu'on se regroupe. On n'a pas le droit d'aller en ordre dispersé. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudrait dans ce cas-là qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse se mettre ensemble et trouver qui sera le candidat qui pourra le mieux représenter ce changement dans le pays et cette alternance dans le pays. J'espère, lorsque je vais rentrer à Kinshasa, rencontrer les uns les autres et voir un petit peu s'il y a des pistes qui se dégagent et essayer en tout cas d'aller de l'avant. Votre parti, le MLC, était essentiellement organisé autour de votre personne. Votre absence l'a considérablement affaibli. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes encore capable de rassembler une majorité de suffrages sur votre nom? Tout d'abord, je vais mettre sur la table mes atouts. Lesquels? Tout d'abord, je sais ce qu'est le prix de la guerre, le prix de la paix aussi. J'ai négocié dans ce pays, la réunification de ce pays. Je suis un des acteurs qui a permis que la RDC soit unie aujourd'hui, qu'il soit un depuis 2003. Mon expérience en tant qu'ancien vice-président, chargé des questions économiques et financières. Nous avons eu à traiter, lors de la réunification de ce pays, des aspects tant sécuritaires, économiques, financiers de ce pays, social. Et je dirais même les 10 années que j'ai passées à La Haye m'ont permis de mûrir et de réfléchir. Je crois que ce sont des atouts que je mettrai en avant pour essayer d'obtenir un rassemblement, en tout cas, une cohésion. Mais je dis simplement que si ça ne devait pas être ma personne, eh bien je soutiendrai toute personne qui aura la capacité de pouvoir réunir l'ensemble de l'opposition, la classe politique, pour pouvoir changer dans ce pays de gouvernance. Alors il y a beaucoup d'interrogations sur une potentielle candidature du président actuellement hors mandat, Joseph Kabila. Si jamais cette hypothèse devenait réalité, à votre avis, quelle suite faudrait-il donner à cela? C'est difficile de s'avancer à l'heure actuelle parce que là on est dans la spéculation. Je n'ai jamais entendu que, en ce qui le concerne, il envisageait de se présenter. Je sais que non plus il n'a jamais s'est jamais prononcé sur le fait qu'il ne se représenterait pas du tout. Donc
Je ne voudrais pas rentrer dans ces spéculations, mais bien sûr, si c'était le cas, ce serait quand même une grave violation de la Constitution, lui qui est le garant de cette Constitution. Et je pense que ce sera un désastre pour le pays. On a observé ces derniers temps une très forte activité diplomatique des pays de la sous-région pour peser sur le dénouement de la crise électorale en RDC, des pays comme l'Angola, l'Ouganda, le Rwanda, qui sont impliqués dans les questions politiques et sécuritaires en République démocratique du Congo. Si vous êtes élu, est-ce que vous pensez qu'il faudra revoir, repenser les relations de la RDC avec les pays voisins, et notamment avec le Rwanda ? D'abord, le pays que vous avez cité, les 3 pays que vous avez cités, c'est important parce qu'ils subissent directement, en cas de déstabilisation de la RDC, les conséquences, notamment au niveau des réfugiés, qui immédiatement traversent la frontière et vont chez eux. L'Angola, le Rwanda et le Congo-Brazzaville. Donc je peux comprendre leurs préoccupations. Et je pense que leur préoccupation est d'ordre certainement sécuritaire. C'est pour ça qu'ils sont impliqués, parce qu'ils se demandent mais qu'est-ce qui va se passer ? La RDC ne montre pas non plus le meilleur exemple en ce qui concerne les questions de stabilité. Maintenant, au niveau du Rwanda, comme au niveau des autres pays frontaliers que nous avons, nous sommes condamnés de vivre ensemble. Ce sont des pays qui existent, dont nous partageons toutes ces frontières. Les peuples également qui sont le long de ces frontières sont des peuples qui ont généralement la même culture, la même langue. Mais il est certain que les intérêts tant de ces pays frontaliers que de la RDC doivent être respectés. Et la RDC doit être à même de pouvoir mettre sur la table ce qu'elle pense être ses intérêts vis-à-vis de ces pays et respecter également et prendre en compte les intérêts de ces pays également vis-à-vis de la RDC. Alors parlons maintenant de votre programme et du scrutin du 23 décembre. D'un mot peut-être, la question des conditions d'éligibilité, elles sont connues au Congo. Il faut notamment avoir résidé l'année écoulée dans le pays, ce n'est pas votre cas. Il faut également ne pas avoir été condamné pour corruption. Est-ce que vous pensez que votre candidature sera validée ? Eh bien, de toute manière, il n'y a aucun élément juridique qui peut permettre mon invalidation parce que, je n'ai pas été en RDC au Congo. La RDC est un pays qui est extrêmement riche, qui a énormément d'atouts. Je ne parle pas simplement de la richesse du sol, du sous-sol. Je parle également de l'eau que nous avons, le fleuve, les rivières, le tourisme qui peut être développé. Je parle de cette population, près de 80 millions, qui est de la main-d'œuvre, qui peut participer au développement de ce pays, notamment je vois dans l'agriculture. On ne fait pas assez pour pouvoir remettre notre population dans le processus du développement de l'agriculture, permettre à chacun de pouvoir manger, et même le surplus de pouvoir être vendu. Mais ce que je pense surtout aussi, c'est le rétablissement urgent de la sécurité de ce pays. Et je sais de quoi je parle parce que les drames qui se passent aujourd'hui au niveau de l'est du pays, que ce soit à l'Ituri, que ce soit au niveau du Kasaï, que ce soit au niveau du Kivu, notamment Beni, ces massacres qui se posent. En 2001, j'ai eu en mars à rétablir l'ordre de la sécurité, tant à l'Ituri, dans les combats et les massacres qu'il y avait entre les Emma et les Lendu. J'ai eu aussi en 2001 rétablir la sécurité à Beni, lorsque les ADF déjà à l'époque venaient s'en prendre à la population. Et je trouve regrettable ce qui s'est passé au niveau du peuple kassaïen où des massacres ont été commis. Donc il faut rétablir rapidement la sécurité dans ce pays. Sans ça, il sera difficile de dire aux populations il faut se remettre au travail. Mais ce sont des choses qui sont envisageables. Et ce que je pense surtout qui est important, c'est de transformer les richesses de ce pays, de les transformer en le fait que ça redevienne des revenus, des ressources qui soient redistribuées pour la population. Bien sûr, ça passe par un programme ambitieux qui est la lutte contre la corruption, qui est la canalisation de toutes les recettes de ce pays, les taxes, l'ensemble de tous les revenus dans un seul compte du Trésor, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et faire en sorte que la gestion, je veux dire, des ressources de ce pays se fasse d'une manière transparente et adéquate pour le développement de cette population, qui passera par les infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, et c'est ça qui permettra de relancer, je veux dire, la machine économique.
Concernant les modalités pratiques du scrutin, l'opposition s'inquiète de la présence d'électeurs fictifs, de doublons dans le fichier électoral. Elle conteste aussi la fiabilité des machines à voter et refuse d'ailleurs qu'elles soient utilisées. Vous êtes sur la même position. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ces points de discorde avant le scrutin ? Il faudrait d'abord que la CENI puisse accepter de dialoguer avec tous les partenaires politiques. L'opposition conteste l'utilisation de ces machines. Ces machines ont été utilisées nulle part. Nulle part. La RDC sera la première à la tester. Dans un pays où on sait qu'une grande partie de la population n'a jamais utilisé des machines, des instruments tactiles. Des essais ont été effectués au niveau tant de l'Assemblée nationale que de la CENI pour l'utilisation de ces machines. C'était un échec. Les 10 millions d'électeurs, soi-disant, qui sont dans le fichier, qui n'ont pas d'empreinte digitale. Mais ça pose des questions énormes. Alors, quel est l'intérêt de la CENI d'aller dans des élections qui seront contestées le lendemain? Il faut qu'elle mette en place les conditions acceptables par tout le monde, et c'est dans son intérêt, dans l'intérêt du pays. Ces élections ne peuvent pas être bâclées et simplement être l'organisation d'un seul groupe. La population doit participer et tous les acteurs politiques ont le droit au chapitre et doivent pouvoir avoir la certitude que ces élections seront vraiment le reflet de la volonté d'une population. Un mot de votre parcours politique à présent. Vous avez été un chef de guerre après la chute de Mobutu. Votre parti d'ailleurs a conservé le nom de votre milice, le Mouvement de libération du Congo, le MLC. Les observateurs vous ont beaucoup décrit comme charismatique, certes, mais aussi comme autoritaire, brutal parfois, impatient souvent, avec des amitiés politiques controversées. Je pense au colonel Kadhafi. 5 mois avant la présidentielle, comment pouvez-vous rassurer ceux qui se demandent si vous êtes véritablement un démocrate? Démocrate, je le suis. D'ailleurs, si vous aviez suivi un peu le parcours, même à l'époque de la rébellion, et sachez que lorsqu'on prend les armes, c'est pas de gaieté de cœur. On avait quand même un régime à l'époque qui n'était du tout pas démocratique, puisqu'il avait supprimé tous les partis politiques. Mais retourner dans les provinces, les régions, les territoires que nous avons eu à administrer, déjà à l'époque, en 1998 jusqu'en 2003, les responsables des territoires étaient élus par la population. Et je vous invite vraiment à retrouver et à demander aux populations de Lissala, de Bumba, de Badolité, de Guémena, de Bassankoussou. Je ne nommais pas, je veux dire, des administrateurs, ils étaient désignés par la population à la suite d'élections. Donc si on peut parler de démocratie, moi j'ai appliqué la démocratie déjà à l'époque de la rébellion. On a commémoré l'an dernier les 20 ans de la mort du maréchal Mobutu. Vous avez grandi dans le cercle familial de Mobutu. Votre père était le grand argentier de Mobutu. Votre sœur a épousé un fils Mobutu. Vous venez de la même région, la province de l'Équateur. Vous avez souvent été comparé à lui. Est-ce que vous reconnaissez une filiation politique avec cet homme qui a dirigé le Zaïre pendant 32 ans, et laquelle ? Non, d'abord, je pense que c'est un peu caricatural ce que vous dites. Mon père n'était pas l'argentier du président Mobutu. Bien sûr, connaissait le président Mobutu. Mon père était un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui était à un moment donné le plus grand employeur même au Zaïre à l'époque. Il était patron également du patronat congolais pendant plus de 24 ans, je pense. Et il a investi beaucoup dans le pays, que ce soit dans l'agriculture, dans l'industrie, dans l'aviation. Donc nous sommes une famille, je veux dire, d'hommes d'affaires, d'industriels. J'ai eu à travailler avec mon père aussi. J'ai eu aussi à monter mes propres affaires à l'époque, dans les télécommunications, dans les télévisions également. Et maintenant, si on parle de filiation, je pense que je me suis fait moi-même ma propre vision de ce que devait être le pays demain. Et je ne pense pas que j'ai eu besoin de pouvoir détenir ça d'un quelconque cercle de ce qu'était le pouvoir à l'époque. Si vous deviez retenir un seul élément positif des 32 ans de règne de Mobutu, lequel est-ce que vous citeriez? Mais incontestablement l'unité du pays. Et surtout, je pense le fait qu'il y avait beaucoup moins de tribalisme qu'à l'heure actuelle. Voici 2 éléments que je retiendrai. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit encore et que vous souhaiteriez ajouter? Non, simplement que je suis aussi déterminé
aujourd'hui que je n'étais hier pour l'avenir de mon pays, pour l'avenir de cette population, de notre population, et que je voudrais simplement que ce pays puisse changer et que cette population puisse vivre dans les meilleures conditions qu'elle ne vit aujourd'hui. C'est la seule chose que je pourrais rajouter. Jean-Pierre Bemba Gombo, merci d'avoir réservé votre premier entretien en exclusivité à TV5 Monde. Merci. Merci à vous. Merci de votre accueil. Voilà pour cet entretien que vous pouvez retrouver intégralement sur notre site internet www.information.tv5monde.com ainsi que sur la page Facebook du Journal Afrique. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux.